Chers amis internautes, bonjour. Vous suivez Politiki, votre émission politique sur Def News TV. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de débattre sur un thème, la jeunesse ivoirienne et les élections présidentielles 2015. La jeunesse n'est pas une carrière. C'est un moment important de la vie d'un être humain. Et nous savons tous que les jeunes constituent un maillon important de la population. Sollicités, courtisés et utilisés par les hommes politiques, la jeunesse paye le lourd tribut de tout ce qu'il y a comme dérive, tout ce qu'il y a comme promesses non réalisées et du désenchantement politique, économique et social. Les crises successives montrent que les jeunes sont à la fois des bourreaux et des victimes de la bêtise politique. Quelle place pour les jeunes dans ces élections présidentielles 2015? C'est le thème de ce numéro de Politiki, votre émission politique. Pour ce faire, je reçois sur ce plateau Olivier Gueye-Sebo, président des jeunes du RHDP. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et à mes côtés, Modeste Zan, qui se présente comme un panafricaniste, médiateur social, juriste de formation et président d'une association qui s'appelle Baobab 95. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, une question subsidiaire. C'est quoi être jeune en 2015? Monsieur Olivier Gueye-Sebo. Merci. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à communiquer. Le fait d'être jeune, pour moi, je pense que la jeunesse, c'est une philosophie. La jeunesse, d'autres donnent des tranches d'âge. Pas jeune, mais on peut être jeune dans la tête et puis avoir des idées d'évolution. Le fait d'être jeune nous permet de regarder devant, d'avoir une vision qui est plus loin que notre pensée. C'est ça la jeunesse pour moi. D'accord, donc une vision qui est plus loin que votre pensée. D'accord, nous y reviendrons. Monsieur Modeste Zan. Je vais commencer d'entrée comme ça à dire, comme d'habitude, chaque fois qu'on est invité par une télévision, on dit merci à cette télé. Donc merci à Def News TV et toute son équipe, à nous Balagré. Merci de nous avoir invités. Et comme vous savez, en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens de nos jours demandent qu'à se rencontrer, discuter, échanger sur les problèmes, sur les problématiques ivoiriennes pour amener les uns et les autres et tout dans une situation de décrispation. Après, pour revenir sur le thème de jeunesse, je pense que la jeunesse, c'est un état d'esprit. On est jeune de par sa réflexion, on est jeune de par son enthousiasme, on est jeune de par son dynamisme et on est jeune aussi de par son insouciance. Et pour revenir dans le contexte de la Côte d'Ivoire, il se trouve que on est jeune plus longtemps. On est jeune plus longtemps en Côte d'Ivoire. Je veux dire, quand on donne la fourchette approximative de l'âge qui correspond à la jeunesse, on est jeune en Côte d'Ivoire plus longtemps par rapport, et je vais rentrer en plein dans le sujet et tout, par rapport au problème de l'emploi. Donc, on reste longtemps jeune parce qu'on a des attitudes de jeunes, même étant adulte, même étant jeune adulte, on reste chez les parents, on est sans emploi. Les difficultés font qu'on reste jeune un peu plus longtemps. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, Modeste. C'est vrai que tu m'empruntes justement l'un des sous-thèmes justement de ce débat, à savoir jeunesse et emploi. Qu'est-ce qui a été fait sous cette première mandature du président Alassane Ouattara pour l'emploi des jeunes? Monsieur Gueye-Sebo Olivier. Ok. Écoutez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pendant des périodes, la jeunesse a été laissée pour compte. La jeunesse a fait des études d'où, à la fin de leur circuit scolaire, ils sont là dans la rue, ils ne travaillent pas. Ils ne vont pas pour ce qu'ils sont allés à l'école. Maintenant, j'ai un exemple tout simple.
La jeunesse, aujourd'hui, quand le jeune finit sa formation, s'il n'a pas de chance, il finit par gérer une cabine téléphonique. Pour moi, c'est même pas pensable de nos jours. Et je reviens en fait pour dire au niveau de l'emploi de la jeunesse. Aujourd'hui, en fait, le gouvernement a mis en place des structures. Lesquelles? Des structures qui sont vraiment là pour accompagner la jeunesse depuis son entrée scolaire jusqu'à la fin de ses diplômes. Donc en termes d'emploi, concrètement, qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement? Par le gouvernement, il y a un ministère qui a été mis en place chargé justement pour régler ce problème-là. Un ministère fait exprès pour la jeunesse. Et qu'est-ce que je peux vous dire en fait, il y a eu aussi la création d'un pôle emploi pour la jeunesse. À l'image de ce qui se fait ici en France. Ici en France, exactement, pour pouvoir accompagner la jeunesse à la recherche du travail, à la recherche de leur emploi. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a aussi un programme d'insertion qui est mis en place. Parce que ce n'est pas tout le monde, toute la jeunesse, tous ceux qui ont fini leur période scolaire, qui vont être chefs d'entreprise, qui vont travailler dans un bureau. Voilà. Il ne faudrait pas que nous oublions cela. Nous sommes jeunes, nous avons un parcours scolaire, quel que soit le niveau de diplôme. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place cette structure pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils puissent enfin travailler dans leur domaine pour lesquels ils sont partis à l'école. D'accord. Modestin, qu'est-ce qui a été fait au niveau du gouvernement? Pensez-vous que ce qui a été déjà fait est suffisant? Pour parler d'emploi et de réalisation même, sinon d'avancée au point de vue problème de l'emploi de la jeunesse. Il est important là, avant de commencer mon propos, de parler un peu du RHDP. Donc le RHDP, c'est le Rassemblement des Hauts-Fouettistes pour la démocratie et pour la paix. Okay? Oui. Et moi, en fait, en tant que panafricain, j'ai un problème de base avec le thème hauts-fouettiste. Et lorsque je vois mon frère qui a à peu près la même tranche d'âge que moi, de nos jours, je me demande comment est-ce qu'un certain nombre de jeunes puissent comme ça se réclamer de l'oufouettisme. Et je vais résumer en 30 secondes pour parler un peu de cela. Choix. Voilà, c'est un choix, mais je vais expliquer aussi pourquoi. On ne peut pas parler d'un homme politique sans parler de ce qu'il a incarné en matière politique. On ne peut pas parler d'un homme politique et résumer ses faits comme étant l'aspect de paix qu'il a apporté. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un prêtre. Lorsqu'on est homme politique, à un moment donné, on parle de ce que vous avez laissé. Aujourd'hui, on parle du sarkozysme, de tout ce que vous voulez, parce que c'est des gens qui avaient des idées. On peut parler du gaullisme, tout ce que vous voulez. Au jour d'aujourd'hui, moi, quand je me concentre, j'essaie de voir, d'entrevoir objectivement ce que vous pouvez réaliser, au-delà de ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire, cette prospérité qui, au demeurant, sont simplement les fruits de ce que la Côte d'Ivoire avait comme capacité. Au fouet, on peut dire que c'est le parti unique. Donc, on n'a pas eu cette liberté d'expression, on a été confiné dans un système où il n'y avait pas d'opposition. Je vais revenir maintenant à l'emploi. 5 ans. 5 ans où Alassane Ouattara a demandé aux Ivoiriens de lui donner un mandat. Oui. Et que durant ce mandat, il allait trouver des solutions idoines pour la jeunesse. Et que désormais, cette jeunesse-là ne serait plus dans la loisiveté. Et que cette jeunesse-là trouverait solution à tous ces problèmes. 5 ans, chaque fois que j'écoute un certain nombre de dirigeants politiques du RHDP, du RDA, ils ne parlent pas du bilan réel, ils parlent des structures qui sont en mesure de donner à la longue les résultats qu'on a promis. Tout à l'heure, vous avez entendu, le président a mis en effet un ministère. Mais dans tous les pays au monde, il y a un ministère de la jeunesse et du travail. Je veux dire, ça va de soi. Il y a des remarques qu'on ne doit plus soulever. OK ? Objectivement, quand je regarde ce qui s'est fait, on a eu 2, 3, la création du pôle emploi, la création d'un certain nombre d'instituts de recensement des problèmes de la jeunesse. Oui. Au-delà de recenser, au-delà d'écouter, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
un des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est que la projection de la jeunesse ivoirienne depuis Houphouët, par rapport au calcul à venir, 20 ans après, qu'est-ce qu'allait devenir la jeunesse? Le nombre de jeunes qu'il y allait avoir, les formations théoriques que nous on a eues en tant que juristes et tout. Qu'est-ce qu'au final on prévoyait après avoir eu une jeunesse formée? Et ça, cette anticipation-là a posé problème et continue de poser problème. Et simplement pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi en tant que médiateur social en France, donc dans le Val d'Oise, tous les Français, toutes les sociétés européennes, presque tous les pays européens sont unanimes sur le fait que la formation professionnelle est l'avenir de la jeunesse. Voilà. Parce que les études théoriques telles que le droit, tout ce que vous voulez, lorsque vous finissez et que vous n'avez pas de débouchés, c'est difficile. C'est en cela que la Côte d'Ivoire doit savoir maintenant qu'il est important qu'on mette l'accent sur la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, en soi, ce n'est pas un déni ou ce n'est pas des enjeux qui sont mineurs. Lorsque vous prendrez même dans l'immigration, lorsque vous avez des jeunes Africains, Ivoiriens, qui migrent vers l'Europe, lorsque ceux-ci arrivent avec un diplôme de formation professionnelle, ils sont plus enclins de rentrer dans la société active française que ceux qui ont fait des bacs plus 5 dans les domaines en n'ont pas fini. Voilà. Donc, simplement, pour l'heure, je veux dire simplement que on a commencé à mettre la charrue, on n'a pas encore mis le bœuf. Ouattara a promis 5 ans. 5 ans pour créer des zones de recensement des problèmes des jeunes. En soi, rien n'a été encore réglé. Apporter un élément à votre réponse. Il est dit qu'il y a eu la création d'environ 1 376 000 emplois. 2 millions. À peu près 2 millions. 2 millions depuis son 2 élection. millions depuis son élection. Est-ce à dire que la création de ces 2 millions d'emplois ne suffisent pas ou rien n'a été fait, selon ce que vous venez de dire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un pouvoir... Donc, qui crée des emplois ou pas? Qui ne crée pas les emplois. On a un pouvoir... Puisque je vous explique. On a un pouvoir, en fait, qui aime décupler un certain nombre de chiffres. On a un pouvoir qui est dans la communication. OK? Les faits, c'est que les jeunes que nous avons connus, que nous connaissons en Côte d'Ivoire, sont en perdition. Des phénomènes de microbes, d'insécurité et tout, vous pensez que des gens naissent, des gens n'ont pas envie de réussir leur vie, vous pensez que personne n'a envie de travailler et prendre en charge sa famille, vous pensez que les gens font des cabines téléphoniques après un master, après des bacs plus 4 et tout, parce que c'est un choix de vie? Non. Dans les faits, chaque fois qu'ils créent 10 emplois, ils vous font comprendre qu'ils en ont créé 10 000. C'est ça la réalité. Le pouvoir Ouattara est dans les chiffres. Il va vous parler de la Banque mondiale, des programmes et tout, qui en soi ne concernent pas l'Ivoirien lambda. Mais ce qui est curieux dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que les choses sont vérifiables et palpables, puisque les données sont à la disposition de tout le monde. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont eu des statistiques qui permettent de le dire. Est-ce que M. Gueye Sebo, oui, dans ce qui est fait de l'autre côté là-bas, puisque on a ces données-là, est-ce que vous pouvez dire effectivement que ce qui est fait est la réalité ou, comme le dit M. Modeste, c'est que dans la com? Tout avant, en fait, je voudrais un peu répondre en fait sur... faire une petite précision. En fait, je voulais dire une chose. Vous savez, on dit dans la vie, selon mon camarade et frère Modeste, il crée 10 emplois, selon lui. Mais pourtant, il y a des chiffres qui sont là, à la disposition de tout le monde. Et si je vais dans sa logique, le gouvernement, s'il dit que le gouvernement a créé 10 emplois, pour moi, ces 10 emplois, c'est une évolution qu'il n'y avait pas avant. Vous voyez? Il parle que ce n'est pas un choix d'ouvrir une cabine téléphonique après avoir un bac plus. Mais, effectivement, ce n'est pas un choix. Mais vous comprenez que les gens sont encore dans l'insatisfaction par rapport à vous? Vous comprenez que les gens ne soient pas, à la limite, ne soient pas satisfaits par rapport aux promesses qui ont été faites? Écoutez, moi, je pourrais vous dire une chose. Je finis déjà vite fait ce que j'étais en train de dire.
et après je répondrai à votre question. Je pourrais dire toute une chose, c'est que l'évolution, selon mon frère, camarade Modeste, 10 emplois, même si c'est les minimes, c'est une évolution qu'il n'y avait pas auparavant. Vous voyez? Maintenant, ce que je pourrais dire, c'est quoi? C'est que les chiffres sont palpables. Si la jeunesse, en fait, il y a l'engouement, ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais vous voyez, ce n'est pas en un jour qu'on peut rendre, comment vous dire, c'est pas non, c'est pas en un jour qu'on peut satisfaire les gens. Vous voyez? Mais tous les Ivoiriens le savent. Le travail est en train d'être fait. Ok? Mais tout le monde ne perçoit pas ça comme ça aussi. Oui, mais les emplois qui sont en train d'être faits, oui. Tout à l'heure, le chiffre de 1 375 000, que même mon camarade Modeste a un peu arrondi à 2 millions, merci pour lui, mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que les chiffres sont là. Il y a de l'emploi qui se crée en Côte d'Ivoire. Mais ça ne résout pas le problème de chômage des jeunes, puisque la précarité des jeunes et le chômage sont à un niveau tel que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'aubaine. Ça va résoudre le problème du chômage quand les jeunes seront formés. Comment? Puisque la jeunesse est là. Il y a suffisamment de jeunes. 65% de la population ivoirienne est jeune. Et donc, ce chiffre assez important-là, comment on met ces jeunes-là au travail? Comment on trouve justement de l'emploi à ces jeunes-là? Puisque la problématique aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes d'avoir un emploi pour ne pas qu'ils soient gagnés par l'oisiveté, pour ne pas qu'ils s'adonnent à des pratiques, je dirais, qui sont antisociales. Puisque, au risque peut-être d'anticiper sur voilà, un des aspects, un des sous-thèmes de notre débat aujourd'hui, c'est des phénomènes de société que nous voyons, mais qui n'avaient pas cours il y a cela quelques années. Mais moi, je vous dirais que ça passe déjà tout en premier temps par la formation. D'accord. Qu'est-ce que le président Ouattara a eu à faire en termes de formation, a proposé en termes de formation depuis qu'il est aux affaires? Mais déjà, c'est déjà valoriser le diplôme. Déjà, les diplômes en créant en fait des écoles qui ont une compétence en soi. Une compétence et en formant déjà les enseignants. Parce que on peut beau aller à l'école. Si on n'a pas l'enseignant qui est bien formé, on va à l'échec. Déjà, en premier temps, former les enseignants. Une fois quand c'est fini, la jeunesse qui va sortir de là sera mieux orientée. Parce que quand on parle de microbes, bon, moi je vous dirais quoi? Ce sont des jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans le système de la formation. Mais ça, le gouvernement... On pourrait en parler. On pourrait en parler dans un autre aspect. Modeste Zan, justement en termes d'emploi, il a été question de la... Je lis quelque part que il y a eu la mobilisation d'un fonds pour la jeunesse à hauteur de 48 millions dédiés au programme d'insertion de ces jeunes-là. Est-ce que 48 milliards de francs CFA qui, selon la communication faite par le gouvernement, auraient été octroyés à ces jeunes-là? Pensez-vous que cette somme-là est une goutte d'eau dans la mer? Vous avez dit 48 milliards mobilisés pour accompagner les jeunes. En termes de chiffres et tout, en termes d'économie, voilà. Mais une chose dessus, c'est que 48 milliards, ce n'est pas anodin. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que en Côte d'Ivoire, comme en Afrique, on a besoin d'un pragmatisme sans précédent. D'accord. Et je m'explique. Je suis arrivé en France, j'ai vécu à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, aujourd'hui, c'est l'équivalent de la Défense, Grande H la Défense. Donc à la Défense, vous avez le siège de toutes les sociétés du CAC 40. Okay? L'équivalent de cela se fait à Rueil-Malmaison. Quelle a été la politique à Rueil-Malmaison? On a proposé aux entreprises qui s'implantaient à Rueil-Malmaison d'embaucher des jeunes de Rueil-Malmaison moyennant la diminution d'un certain nombre de taxes sur les entreprises. Voilà.
Nous, quand on a vu Alassane Ouattara arriver avec son carnet d'adresse, avec tout ce qu'il connaissait, avec les grands groupes français, on s'est dit que ce monsieur aurait eu l'intelligence, à un moment donné, lorsque ces investisseurs étrangers allaient arriver, de proposer un programme réel pour la jeunesse. Aujourd'hui, vous prenez Eiffage, vous prenez Bolloré, vous prenez Total, tout ce que vous voulez, toutes ces sociétés existent en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'une société française existe dans un pays, revient avec ses cadres qui sont français, revient avec des dispositifs qui ne font pas la part belle aux Ivoiriens, on ne voit pas l'intérêt en tout cas pour ces sociétés, de prospérer en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça, c'est cette volonté politique-là. Comment est-ce qu'à un moment donné, on met les gens sur le fait accompli? Oui, vous voulez exister en Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez pas exister en Côte d'Ivoire sans créer des emplois pour la jeunesse. Oui, vous voulez des parts de marché, mais les parts de marché auront pour contrepartie l'emploi de la jeunesse. C'est ça. Prenez la création de, tout dernièrement, un tour de la société C'est moi dans le domaine du chocolat. Tout le monde s'est targué du fait que la Côte d'Ivoire a sa première chocolaterie. Oui. Mais c'est moi, c'est français. OK? Au jour d'aujourd'hui, sur le marché ivoirien, quelle est la baisse du coût? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien de l'Ivoirien par rapport à une plaquette de chocolat? Ça coûte aussi autant cher, rien n'a changé. Voilà, c'est ça toute la problématique. Donc c'est bien beau et tout de nous montrer des chiffres du FMI. Ce qu'il faut savoir avec le pouvoir Ouattara, c'est que tout ce qui est fait en direction de la communauté internationale. Oui, on va vous montrer que, oui, on a 2-3 chiffres de croissance, la croissance à 9%. Là, tout à l'heure, j'ai soulevé 2 millions d'emplois. Les 2 millions d'emplois, vous savez comment j'ai sorti ça? Vous suivez simplement, vous allez sur YouTube, vous tapez Alassane Ouattara dans l'émission Face aux électeurs. OK? De 1 million d'emplois qu'il a dit en juin, il a affirmé qu'il a créé 2 millions d'emplois. Si ça se trouve, dans 2 semaines, si on fait une émission, il va dire qu'il en a créé 3 millions. Donc vous comprenez, c'est quelqu'un qui prend des libertés avec la vérité. Nous, ce qu'on dit, on veut être concret sur les faits. Donc les faits pour vous, c'est quoi? Les faits pour moi, c'est Est-ce que les 2 millions qu'il a avancé, que le président Ouattara a avancé, justement, face aux électeurs, les statistiques sont fausses. Les statistiques sont fausses. Vous donnez ça d'où? Mais vous avez une statistique autre que celles qui sont avancées. On va faire simplement, ok? À moins que ce soit des statistiques on va faire simplement, ok? À cette heure-ci, je veux dire dans le débat, c'est pas moi qui défends un bilan. Non, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Il a dit... Je vais vous démontrer quelque chose. Permettez-moi, il défend le bilan du président Ouattara. Tout va bien. 2 millions, vous dites que 2 millions, c'est discutable. Écoutez mon raisonnement. Non, écoutez mon raisonnement. Ma source, c'est ceux que j'ai connus avant les élections, qui cherchent du travail, qui n'ont pas encore du travail. Ma source, c'est tous ces internautes qui me suivent, qui me confient un certain nombre de problèmes. Ma source, c'est ceux qui sont licenciés sans avoir des droits. Ma source, par exemple, c'est mon frère, qui était le directeur du service juridique de la Sotra, qui a été licencié, qui aujourd'hui n'a pas retrouvé du travail. Et je peux vous en citer plein. Mais là n'est pas mon propos. Ce que je vais dire simplement, lorsqu'on défend un bilan, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si je lui demande tout à l'heure, il va me parler du taux de chômage global. Ok? Vous pourrez lui demander. Tout va bien, vous allez lui demander tout à l'heure. Prenez la carte de la France, demandez région par région le taux de chômage et on va vous dire quelle est la région française la plus touchée. Je peux vous donner dans le Val d'Oise, nous on est à 11%. Ok? Pourquoi eux, le taux de chômage tourne autour d'Abidjan? Quel est le taux de chômage, par exemple, à Danané? Qui nous donne le taux de chômage à Danané? Qui nous donne, par exemple, à Man, le nombre d'emplois qui a été créé? Qui nous donne à Gagnoa? C'est ça. La Côte d'Ivoire, c'est pas qu'à Abidjan. Que les gens arrêtent. On voudrait simplement un pouvoir qui, une fois il arrive à Abidjan, puisque c'est la capitale économique, et Yamoussoukro la capitale politique, qu'il agisse pour tous les Ivoiriens. Quelle est la situation des sans-emploi à Ferké-Sédougou? Quelle est la situation de ceux qui cherchent de l'emploi à Ouangolo-Dougou? À tous, c'est ça. Qu'ils me donnent chiffre par chiffre, ou bien c'est un chiffre global pour toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde a le même taux. Ça veut dire quand il y a 10 ici, il y a 10 à Man, il y a 10 à Kororo. Qui nous en parle? Je n'ai pas les chiffres, mais j'aimerais qu'ils disent les chiffres aux gens. Olivier Gueye-Sebo, Monsieur Modeste Zan vous interpelle par rapport justement aux chiffres avancés. Est-ce que vous pouvez, pendant que nous sommes face aux électeurs, face aux internautes, est-ce que vous pouvez donner justement des éléments de réponse à M. Modeste Zan? Écoutez, ce que je peux lui dire déjà, c'est que il compare en fait la Côte d'Ivoire
à des pays qui ont eu vraiment une évolution, qui ont passé leur temps de galère. Vous voyez? Selon son raisonnement, il faudrait que le gouvernement, en fait, vienne avec une baguette magique et avec un petit sort de rien du tout, il change tout. Mais ce qu'il oublie, c'est que ces personnes qui viennent avec les baguettes magiques, ils sont déjà venus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire? Rien. Est-ce que l'Ivoirien préfère un homme qui regarde les Ivoiriens en face et qui leur dit « Voici ce que je vais faire, voici ce que j'ai fait, et on y va petit à petit », ou bien l'Ivoirien préfère la personne qui dit « Demain, vous aurez tout ». Dans son raisonnement, lui, c'est ce qu'il préfère. Avoir un monsieur qui dit, avec sa baguette magique, fermez les yeux, dès que vous l'ouvrez, vous avez tout. Non. D'accord. Donc la Côte d'Ivoire et la France n'est pas comparable. D'accord. On essaye d'aller vers le niveau en fait de ces pays-là. D'accord. Que promet votre candidat ou le candidat du RHDP par rapport à l'emploi? Est-ce qu'il a fixé encore des objectifs en termes d'emploi de jeunes d'ici les 5 ans-ci, justement, puisqu'il sollicite le suffrage des Ivoiriens pour une réélection? Qu'est-ce qu'il promet justement aux jeunes en termes d'emploi? Mais déjà, il promet d'en créer encore plus. Avec les chiffres que nous avons, les 1 376 000, il promet d'en créer encore plus. Dans quel Parce domaine, en tant que président, il ne va pas se mettre devant tous les Ivoiriens et s'amuser à balancer des chiffres, vous voyez? Oui, mais le point, juste pour vous rappeler, est-ce que le problème d'emploi, il est lié à ce que tout le monde veut aller dans la fonction publique ou tous les autres secteurs? Comment est-ce qu'on crée de l'emploi, sachant que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas rentrer dans des circuits que nous connaissons? Quelles seraient, par exemple, ces solutions pour résorber le problème du chômage des jeunes? Mais vous savez, ce que j'observe en fait chez mon camarade, en fait, c'est que en Côte d'Ivoire, tout le monde veut entrer dans la fonction publique. Est-ce que c'est ce que vous partagez véritablement, M. Modézan? Est-ce que vous pensez que, comme il le dit, est-ce que pour vous, dans votre optique ou bien dans votre entendement, c'est que le travail qu'on doit octroyer aux jeunes ou fournir aux jeunes, c'est un travail qui va dans le sens du travail public? Moi, je vous dis simplement, vous voyez que chaque fois que quelqu'un doit défendre le bilan d'Alassane Ouattara, il a des problèmes. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doit se mettre dans la peau d'Alassane Ouattara, il a des problèmes. Pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas probants. Sur une question, sur les chiffres, où on l'a mis au défi de nous dire ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce qui a dû être fait, secteur par secteur, il a été incapable de le faire. Certainement que les services de l'autre côté n'ont pas encore donné tous les éléments secteur par secteur. Vous savez, oui, mais ne m'interrompez pas. Je veux juste vous expliquer. Là, on est à quoi? Une semaine des élections. Oui. Ok. Lorsqu'on a fait 5 ans au pouvoir, 5 ans, on parle de son bilan. Lorsqu'on a travaillé, souvent on ne parle même pas de son bilan. On laisse les gens admirer le bilan. Et le bilan parle pour vous. Et le bilan en termes d'emploi? Le bilan en termes d'emploi, je dis, il est en dessous. Écoutez bien, voilà un candidat qui dit « Je suis candidat sous le slogan de la solution. Ok? Je suis la solution à tous vos problèmes. » Désormais, il veut continuer ensemble. Lorsque vous l'entendez parler, il vous parle de réussite à venir. Pourquoi? Parce que simplement, Alassane Ouattara est quelqu'un qui engrange comme ça des échecs. Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire en 90. En termes d'emploi, c'est la même chose. En termes d'emploi, nous sommes en 2015. Okay. En termes d'emploi, est-ce que vous pensez que, pour ce qui a été dit, tout à l'heure vous avez repris ces propos, 2 millions d'emplois créés, est-ce que entre 1990 et 2015 aujourd'hui, quand on regarde un peu la population des jeunes, est-ce qu'il n'y a pas eu un effort en termes d'emploi au niveau des jeunes? C'est là ma question. La question, elle est factuelle. Objectivement, comme je dis, ce qui est important dans un débat comme celui-ci, les gens nous écoutent, c'est l'objectivité. Objectivement, je dis ce que je peux mettre au compte d'Alassane Ouattara et du RHDP.
c'est les structures qui sont en train de mettre en compte. Donc ils peuvent mieux faire. Ils sont en train de créer des structures qui prennent en compte toutes les revendications, sinon des esquisses et tout. Parlons un peu du fond dont vous avez dit tout à l'heure et tout. Vous savez que ça existe le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire? Ou bien ça aussi c'est une chimère? Je veux dire quoi? Au fond, les 48 milliards. Je veux dire quoi? Juste savoir si les 48 milliards sont employés à des endroits bien précis. J'ai des exemples palpables et de jeunes issus du parti de Alassane Ouattara, oui, qui ont de la facilité dans la création d'emplois. Des gens, moi j'ai une entreprise en France. Okay? J'ai des amis qui, mine de rien, du jour au lendemain, ont eu cette possibilité-là d'avoir des fonds. Et les fonds, sachez que ce n'est pas pour... En Côte d'Ivoire, vous le dites. En Côte d'Ivoire. Sachez que, même je vais vous le dire ici en France. Donnez un exemple. Quand vous avez un banquier en France qui, à un moment donné, s'entend bien avec vous, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à un projet, ça se fait. Donc, ne nous voilons pas la face. Je vous dis que la réalité de rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire, il existe. Lorsque vous prenez la RTI, il suffit d'égrener et tout le nom des dirigeants. Vous voyez, même dans le débat d'Alassane Ouattara, ceux qu'on présente comme journalistes indépendants, grands reporters, caméramans, il faut arrêter. Il faut arrêter. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. À un moment donné, il faut pouvoir proposer des solutions à tous les Ivoiriens, de n'importe quel bord, et en fonction de leur ethnie ou pas, il faut arrêter de faire de l'ethnicité. D'accord, voilà. Je reviens encore pour recentrer ma question. Oui. Vous avez dit le fonds de 48 milliards de francs CFA. Il est colossal. Il est colossal. Est-ce que ce fonds, selon vous, est destiné seulement à une seule coloration politique ou je vous dis que ça flirte avec, écoutez-moi bien, hein, ça flirte avec, voilà. Monsieur Sebo, que répondez-vous à Monsieur Modeste? Ça flirte avec des amitiés. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Côte d'Ivoire a une gangrène qu'elle n'arrive pas à résoudre depuis longtemps. Cette gangrène-là, c'est quoi? C'est la lutte contre la corruption. De vous à moi aujourd'hui, vous savez que je peux être chef d'entreprise en France, je mets tous ces jeunes qui ont cette télévision ici, aujourd'hui, de vouloir mettre une succursale en Côte d'Ivoire et d'être de l'autre bord. Il y a des entrepreneurs en France qui vont en Côte d'Ivoire avec du matériel qui a du mal à sortir du port. Ça, c'est des réalités. La question de la diaspora, on fait des réunions souvent avec la diaspora. Une des solutions qu'on propose aussi, c'est que la diaspora ne soit pas un fardeau pour le pouvoir Ouattara, mais qu'au contraire, qu'ils sachent que dans tous les pays, dans tous les grands pays, tous ceux qui ont apporté de grandes choses dans leur pays, c'est ceux qui ont émigré, qui ont appris d'autres choses et qui apportent aussi un certain nombre de solutions. D'accord, on va laisser un peu Monsieur Guéhi Sebo. Monsieur Sebo, que répondez-vous à ce que Monsieur Modeste vient de dire? Est-ce que les fonds sont dédiés exclusivement aux personnes qui sont de votre port, qui sont justement à la coloration RHDP ou RDR et que sais-je? Vous savez, je lui dirais que tout simplement, il est en train de faire lui-même sa propre révolution. Vous voyez, moi, je ne suis pas du bord ethnique. Je suis M. Guéhi Sebo. Et je vous ai dit, tout en premier, je suis chef d'entreprise. Vous voyez? Mais au gouvernement précédent, je suis allé pour poser mon entreprise là-bas. J'ai pris des dispositions un mois. En un mois, je n'ai pas pu mettre en place ma structure. Et je suis revenu. Vous voyez? Le jour d'aujourd'hui, ma structure, j'ai pu la mettre en 3 jours en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc il y a une facilité de création d'emplois. Il y a une facilité de création d'emplois. D'entreprise, pardon. Et aussi de baser son entreprise en Côte d'Ivoire. Mais M. Modeste, a dit tout à l'heure que cela ne résout pas le problème. Parce que je suis désolé. Moi, en tant que chef d'entreprise ici, si je pars en Côte d'Ivoire avec mon entreprise et que on me met les bâtons dans les roues en un mois, quand même, si je n'arrive pas à ouvrir mon entreprise en Côte d'Ivoire, c'est que c'est pas la peine. Vous voyez? Aujourd'hui, je suis parti en Côte d'Ivoire. En 3 jours, j'ai ouvert mon entreprise. Vous comprenez? Et j'ai réussi à embaucher des gens. Je suis dans l'espace vert, vous voyez? J'ai réussi à embaucher des gens. Maintenant, quand M. Modeste il dit que non, les fonds sont mis en place pour... ce mot qu'il disait pour
un bord politique ou bien un bord ethnique. Il faudrait qu'on dépasse ça maintenant. Il faudrait qu'on dépasse ça. Est-ce que dans Les fonds sont mis en place. Oui. Les fonds sont mis en place pour tout jeune créateur d'entreprise qui veut faire développer la Côte d'Ivoire. Mais vous comprenez aussi que le reproche de M. Zan est fonction de ce qui se passe sur le terrain, puisqu'il a dit qu'il avait des remontées d'informations et autres. Non, il a dit qu'il prend des exemples palpables qui sont proches de lui. Oui. Bah, forcément, chacun fait par rapport à ce moi qu'il non connaît. plus, moi aussi, je peux prendre des exemples palpables aussi. J'ai un de mes amis qui n'a rien à voir avec la politique, qui allait baser son entreprise en Côte d'Ivoire. Il est dans l'informatique. Vous voyez, mais il a réussi à embaucher. Mais ce qu'il ne pouvait pas faire. Je discute avec lui, s'il vous plaît. J'ai discuté avec lui, mais il me disait quoi, en aucun moment, lui, il ira en Côte d'Ivoire pour déposer son entreprise là-bas. Aujourd'hui, il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a vu... Parce que l'environnement des affaires a changé? Exactement. D'accord. Est-ce que vous, Modeste... Simplement pour rebondir sur ce qu'il dit et tout, en fait, on ne va pas trop rabaisser le débat, on ne va pas trop tourner autour de nous. Mais une question qui peut éveiller un peu notre conscience, c'est ce qu'il vient de dire. C'est révélateur. Okay? Voilà un monsieur qui est parti dans un pays qui a voulu installer une succursale de sa société. Okay? Il a voulu le faire en un mois. Même ici, je prends le frère qui est président d'une association. On sait entre le dépôt des statuts et tout ce qui est autorisation, numérotation et tout, ça peut prendre plus d'un mois. Okay? Là, lui, il est en train de nous dire, et c'est révélateur, je prends qu'en 3 jours, même aux États-Unis où on dit time is money, voilà, en 3 jours, il a pu installer sa succursale. Allez-y comprendre quel a été son laissez-passer, allez-y comprendre quel a été son passe-droit. D'où est-ce que vous connaissez quelqu'un qui arrive, qui en 3 jours, et monte sa boîte Bref. Comme je dis, il y a des structures comme le CPC qui justement fait la promotion de toutes ces choses. Est-ce que vous avez après ta formation à la chambre des métiers, à la chambre de ce que vous voulez, il y a un prérequis, il y a un certain nombre de choses qu'on regarde, qu'on fait avant de vous donner l'autorisation de créer quoi que ce soit. Et ça peut prendre minimum 1 mois. On ne se lève pas, le monsieur, il a cru qu'il allait se lever, aller dans un pays, créer une société en 1 mois. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Il y a tout un tas de choses. Mais là n'est pas l'important. Au-delà de la structure qu'il a créée, au-delà de ce qui s'est créé en Côte d'Ivoire, comme je dis, quel est derrière ce qu'on impulse pour que les jeunes... Je vous prends le dispositif d'emploi jeune. Je travaille dessus en ce moment, sur l'insertion, en France. Au début, l'insertion en France... Vous comparez une situation française à la situation de Côte d'Ivoire. Est-ce que pour non, je vais vous dire pourquoi. Depuis tout à l'heure, j'entends, oui, la Côte d'Ivoire et la France, c'est pas pareil. Ok. Si la Côte d'Ivoire et la France, c'est pas pareil, dans le dernier discours d'Alassane Ouattara, il nous parle de lui donner 5 ans pour mettre fin au problème du genre. Le problème du genre, c'est quoi? C'est qu'on est un sexe et tout le monde est asexué et qu'il faut privilégier l'homosexualité. Non, écoutez-moi. Là n'est pas notre discussion aujourd'hui, mais allez dans le sens de l'emploi. En fait, soyons concrets. On ne peut pas venir, quand ça nous arrange, prendre des principes dans un pays, l'appliquer dans un autre, et lorsqu'on vous renvoie vers cette comparaison-là, vers ce va-et-vient, nous faire comprendre que les situations ne sont pas comparables. Je suis simplement en train de dire, vous prenez la Côte d'Ivoire, de tout mon circuit scolaire et tout, de tout ce que j'ai fait en droit, il n'y a aucun arrêt qui émane des juristes ivoiriens qui n'est pas inspiré du droit français. Il n'y a aucune décision aujourd'hui qui est prise en Côte d'Ivoire qui est, on va dire, qui est notamment coupée de la France. Donc, le modèle, pourquoi tous les candidats aux élections et tout, pourquoi Alassane Ouattara, quand il arrive ici, la première des émissions qu'il veut avoir, c'est TF1 ou bien passer? Parce qu'on sait très bien que c'est important pour nous, c'est le paternalisme, c'est tous ces projets-là. Je vais vous poser une question. En termes d'éducation, puisque là nous étions dans la sphère de l'emploi et tout, en termes d'éducation, vous estimez que le système éducatif sous Ouattara aujourd'hui, il a connu une évolution, oui ou non? Non. Donnez vos arguments. Non, je m'explique. Il suffit de... Est-ce qu'il y a une régression en termes d'éducation? Il suffit de voir un certain nombre de vidéos que
que les étudiants apportent, un certain nombre de témoignages et tout, des professeurs qui enseignent à l'université, qui vous font comprendre, et ça en toute objectivité, hein, que le matériel didactique est défaillant, qu'il y a un certain nombre de moyens qui manquent. Et moi-même, quand j'étais déjà à la fac et tout, donc dans les années 96-97, on sait que les amphis étaient submergés, on restait... Et ça, c'est des problèmes. Écoutez-moi bien, c'est les problèmes qui dépassent les clivages. Hein. Ça veut dire que depuis Oufoué, en passant par Bédié, en passant par tout ce que vous voulez, l'école en soi est difficile. On a besoin de reformer l'école en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le symbole, c'est qui? C'est Kandia. Quand vous prenez la ministre Kandia, de par sa façon de s'exprimer, de par ce qui s'est fait sur les concours d'entrée... On ne va pas passer à on va pas nominer ou bien on va pas identifier. Quand on parle d'éducation, on parle de celui qui représente l'éducation en Côte d'Ivoire. Ce que je veux juste dire, c'est que par rapport à ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, est-ce qu'il y a régression en fonction des personnes qui gèrent actuellement le système éducatif en Côte d'Ivoire? On stagne. Il n'y a pas de révolution. Est-ce que la faute incombe à qui? Est-ce que la faute incombe aux dirigeants ou la faute incombe à ceux-là même qui sont en charge justement d'apporter l'éducation aux élèves étudiants ivoiriens? À ce que je sache, ces mêmes enseignants-là, ils ne viennent pas d'une autre planète, c'est les mêmes enseignants ivoiriens. Exactement. Comment se fait-il que le système ivoirien est stagnant selon ce que vous êtes en train de dire? Simplement, je vais vous expliquer. Ce qui est important dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, lorsque vous venez au pouvoir dans les conditions que nous avons connues, par rapport à ce que nous avons traversé depuis 10 ans, vous prenez en compte l'aspect sociologique, culturel du pays. Les guerres nous ont fatigués. Un certain nombre de problèmes, en tout cas, se sont accumulés à nous. Okay? Donc, ça veut dire, quand vous venez au pouvoir dans des conditions telles que Alassane Ouattara est venu, vous n'avez pas le temps de jouer. Vous n'avez pas le temps de végéter. Vous devez être dans du pragmatisme. Au-delà de ça, le contenu. Et tout à l'heure, j'ai été le premier à parler de formation professionnelle. Rien n'est sert. Rien n'est sert. Pour répondre à monsieur. Rien n'est sert d'envoyer des jeunes encore faire des formations théoriques. Non, je suis en criminologie et tout, sachant que en soi, les criminologues, ils sont amenés à être gardes pénitentiaires, tout ce que vous voulez, et que la seule prison qu'on a, c'est la MACA. Et qu'il n'y a pas de structure même pour accueillir quoi que ce soit. Je dis au jour d'aujourd'hui, un des aspects importants en Côte d'Ivoire qu'on doit prendre en compte, c'est la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, beaucoup des CAFOP ont été fermés. Un certain nombre de lycées professionnels qui avant... On peut laisser M. Gueye Sebo répondre. M. Gueye Sebo, vous êtes interpellé parce que M. Modeste Zan est en train de dire que le système éducatif ivoirien est stagnant depuis l'arrivée du président Ouattara. Est-ce que vous... Que ça dépasse les clivages. Hein. Que ça dépasse les clivages. Que répondez-vous justement à cette interpellation? Écoutez, ce que je réponds tout simplement, c'est que j'ai l'impression que... Vous n'avez pas suffisamment travaillé pendant ce quinquennat et que la situation est restée en l'état. Je lui dirais que, en fait, le président ne montre pas une baguette magique. Le président est en train de faire comprendre aux Ivoiriens que pour aller au développement, il faut des étapes. À l'entendre, ces étapes-là, on doit les sauter. Non. Il faut respecter ces étapes. Mais est-ce que ça ne paraît pas lent par rapport aux attentes des Ivoiriens? Ça ne paraît pas lent par rapport au fait que le nombre d'élèves à scolariser augmente aujourd'hui avec la dernière décision de l'école gratuite obligatoire jusqu'à un certain nombre, jusqu'à un certain âge. Oui. Justement, est-ce que cela aussi ne va pas rendre le système encore plus dur? Non. Non, si des infrastructures sont mises en place, là je peux vous dire, il y a au moins 3500 classes qui ont été rénovées et construites. Il y a 30 lycées et collèges qui ont été réhabilités. Est-ce suffisant tout ça? Non, mais on va pas à pas. Mais ce n'est pas une baguette magique. Moi, en tout cas, je préfère une personne qui vient me dire, Monsieur Gueye, voici l'évolution. Mais l'évolution, ça va prendre du temps. Mais il faudrait qu'on évolue. Je voudrais attirer l'attention, en fait, pour dire que quand on veut faire un bilan, il faut toujours faire des comparaisons. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter la pierre à l'autre, mais pour voir si on évolue, il faut voir ce qu'il y avait avant.
Et qu'est-ce qu'il y avait avant pour aller dans votre sens? Mais Qu'est-ce qu'il y que avait vous avez avant, comme il n'y avait élément? pas d'emploi. Il n'y avait pas Il n'y d'emploi? avait pas d'emploi. Et je revenais, je saute un peu, quand il disait oui que on va pour créer l'entreprise et que maintenant, ne pas prendre les Ivoiriens parce qu'on ne peut pas aller créer une entreprise en 3 jours. Je suis désolé, vous voyez. Mais on ne pouvait pas créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, on ne créait même pas des entreprises en Côte d'Ivoire. Ben, ce que vous êtes en train de dire sur ces derniers propos, je pense que nous allons revenir là-dessus, mais souffrez que nous puissions justement aborder la deuxième partie de cette émission politique. Et pour cette deuxième partie, nous allons dans un moment parler santé, parler également de société. Merci.